Le plaisir de vous y accueillir. On va parler donc des collectifs de freelance. C'est une formule un peu curieuse si on y réfléchit, parce qu'après tout, qu'est-ce qui pourrait bien amener un indépendant à vouloir travailler avec d'autres indépendants? Si on quitte une entreprise, c'est peut-être aussi pour rester libre. Donc justement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et pourtant, ces collectifs sont un mouvement qui prend toujours plus d'ampleur aujourd'hui, puisque nos invités me détromperont sans doute. Je crois que la force de travail des indépendants aujourd'hui, c'est 15 à 20% des effectifs dans les entreprises. Et parmi ces indépendants, une étude de Collective Work estime à environ 20% ceux qui travaillent dans des collectifs. Donc c'est un mouvement qui prend toujours plus d'ampleur. La question est de savoir un petit peu pourquoi. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est un changement profond du monde du travail? Donc pour en parler ensemble, je crois que les noms de nos invités sont au-dessus, mais que je vous présente donc Suzanne Combeau, qui est fondatrice de la Guilde des artistes. De la musique. De la musique, pardon. Olivier Charme, qui a créé donc le collectif Away We Go, qui est spécialisé dans les métiers du tourisme. Marie Le Nestour, donc l'association des freelances de l'événementiel, et Bertrand Moine, donc le cofondateur de Digital Village. Ok, alors peut-être pour un premier tour d'horizon, est-ce que c'est un phénomène de mode, les collectifs de freelance? Qui se lance? Suzanne. Oui. Non, je pense que déjà le phénomène de mode, c'est freelance. Et du coup, après, collectif. Mais effectivement, il y a un mouvement, une autonomie de la société qui est là depuis une dizaine d'années, je dirais, entre ceux qui montent des startups. En fait, le monde de l'entreprise est assez révolutionné et beaucoup de personnes ont besoin d'être leur propre patron ou d'être plus libre ou d'avoir le choix de ses horaires, etc. Par ailleurs, le coût du travail aussi fait que, au niveau des charges, il y a des structures qui ne peuvent pas se permettre de salariés, qui vont plutôt engager des prestataires en freelance. Et puis à la fin, on a toujours besoin de se fédérer pour peser dans les débats ou imposer des choses, faire remonter nos expériences pour dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà, ça c'est mon point de vue sur la question. Mais je t'en prie. Moi j'ai l'impression que c'est une lame de fond. Si on regarde les chiffres, il y avait 500 000 freelances en France il y a 10 ans. Aujourd'hui on est 1 million et les prospectifs c'est 1,5 million en 2030. Je pense que c'est une lame de fond dans la mesure où, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le monde du travail et les entreprises sont révolutionnés et on n'est plus obligé, on cherche plus forcément une sécurité d'emploi avec une partition très réglée mensuelle qui nous permet de faire un crédit, parce qu'avant c'était pas possible. Aujourd'hui on gagne très bien notre vie quand on est freelance, on choisit nos clients, on choisit nos horaires, on choisit le lieu de travail. Et je pense qu'aujourd'hui c'est très facile d'être freelance. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus une lame de fond qu'un phénomène de mode. C'est l'avenir qui nous le dira. Et les collectifs sont venus justement pour fédérer tout ce monde-là et pour les représenter plutôt que pour créer des agences de business. C'est pas du business, je pense, les collectifs, c'est plutôt une fédération de talents. D'accord, une fédération de talents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie Le Nestour? Vous avez créé votre collectif en plein confinement. Tout à fait. La mode du confinement. Du coup, nous, on a créé le collectif des freelances de l'événementiel pendant le confinement, mais ça répondait à un besoin et une envie qui date vraiment... Enfin, moi, j'ai commencé il y a 17 ans. J'ai commencé directement en freelance et c'est quelque chose dont on parle depuis plus de 15 ans, de se réunir. On n'a jamais le temps, c'est ça notre problème. Mais c'était ça, en fait. Depuis très longtemps, on ressent le besoin d'échanger, de créer un réseau, de parler de nos problématiques. Et ça, on ne l'a jamais fait. Et du coup, pour nous, en tout cas, l'arrêt pendant le Covid, vu que l'événementiel s'est arrêté, nous a permis de monter une association pour pouvoir justement échanger tous ensemble. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps et qu'on a pu concrétiser. Et tant mieux. Maintenant, ça reprend à fond la caisse. Donc, il faut réussir à garder la dynamique. Voilà. Oui, pour répondre à ta question, moi je pense pas que ce soit du tout un effet de mode, mais plutôt une lame de fond qui existe depuis plusieurs années. Donc moi j'ai monté un collectif qui s'appelle Digital Village. On s'est regroupé des indépendants dans la thématique du digital et qu'on regroupe dans des villages, donc c'est-à-dire des lieux physiques où toutes ces personnes peuvent échanger et partager du business en commun. Et si on prend cet exemple juste de Digital Village, donc dans les métiers du numérique, c'est quelque chose que finalement on n'a rien inventé.
quelque chose qui existe depuis très longtemps. Au début, les espaces de coworking tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'était simplement des geeks qui se regroupaient à San Francisco parce qu'ils trouvaient ça plus pertinent de travailler ensemble dans un même lieu de travail plutôt que de travailler dans leur chambre sur des lignes de code sans pouvoir partager et échanger avec leurs pairs. Donc ce phénomène du freelancing dans la tech, qui sont des métiers assez nouveaux, et cette capacité de se regrouper en collectif, finalement, elle existe depuis longtemps. Et puis, si vous regardez d'autres métiers qui sont plus vieux que le digital, si je prends l'exemple des avocats, les avocats, par exemple, ils se regroupent en collectif, ça s'appelle des cabinets d'avocats. Donc, même chose, ça n'a rien de très neuf. Ils se regroupent dans des lieux communs qui sont, encore une fois, des cabinets, et sur des thématiques qui sont différentes, le droit du travail, le droit des affaires. Et toutes ces personnes-là travaillent ensemble, et ce sont des indépendants. Donc, en fait, oui, il y a une accélération très forte. Vous avez cité les chiffres tout à l'heure. Il y a une accélération très forte parce que ça correspond à des aspirations sociétales. Oui, il y a des aspirations à se regrouper, puisque, comme tu l'as dit, quand on a connu la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de collectifs. Mais finalement, c'est des mouvements de fond qui existent déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà, avec des pays qui sont bien plus en avance que nous, comme les États-Unis. Je citais des chiffres tout à l'heure sur 2030. Aux États-Unis, par exemple, un travailleur sur deux sera sous statut freelance, qui n'est d'ailleurs même pas un statut aux États-Unis, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de créer un statut pour être freelance aux États-Unis. Et c'est un actif sur deux sera travailleur indépendant aux États-Unis avant 2030. D'accord, mais travailleur indépendant ne veut pas forcément dire travailleur indépendant dans un collectif. Quel est l'avantage pour un travailleur indépendant, enfin un freelance, on va dire, de se regrouper au sein d'un collectif? Alors, l'avantage, il y en a plusieurs. Chez nous, effectivement, être freelance, c'est un peu être solitaire. On le sait bien. Chez nous, on a pas mal de personnes, justement, qui ne sont pas encore dans l'association et qui nous disent « Mais moi, je suis freelance, c'est pas pour me retrouver à aller travailler avec des gens, avec du monde, je veux faire mes choix. » Enfin, quel est l'avantage d'être en association ? La crise, nous, a soulevé beaucoup de problématiques, de difficultés, la peur du non-travail du lendemain, est-ce que je vais trouver des contrats, enfin, toutes ces choses, ces problématiques. On en parlait tout à l'heure pour les femmes aussi, comment est-ce que je peux aborder les questions de la facturation, j'ai du mal à me vendre plus cher, comment est-ce que ça peut changer, enfin, en fait, vraiment énormément de questions, mais quand on est seul et qu'on n'a pas les ressources, à qui on les pose ces questions? Donc déjà, ça, c'est une chose vraiment hyper positive. En tout cas, tous les membres, depuis 2 ans de l'association, ont vraiment trouvé que se rassembler, échanger sur des thématiques, parce que c'est ce qu'on a mis en place, en faisant venir des intervenants sur différents sujets, en faisant des tables rondes parfois pour échanger sur les problématiques rencontrées, les craintes aussi. Parfois, des fois, on a fait intervenir des coachs, des gens qui étaient plus spécialisés pour rentrer dans des sujets vraiment de peur qu'on peut rencontrer, enfin des choses un peu plus intimes, on va dire, mais qu'on retrouve tous en fait en tant que travailleurs indépendants. Ça a vraiment apporté, et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'essentiel finalement, voilà, au-delà des questions plus techniques. Et puis on a aussi échangé sur nos métiers, quelles sont nos pratiques, les échanges de compétences, en essayant de se former, parce que nous, dans l'événementiel, alors, quand on a monté l'association, on a recensé plus de 126 métiers. On avait fait un grand questionnaire pour évaluer la pertinence d'une telle action. Et on s'est rendu compte qu'on avait 126 métiers différents à travers toutes les réponses. De ça nous a amené, par exemple, à créer des fiches métiers pour mieux expliquer, valoriser nos métiers, et à créer aussi des interventions dans chaque cœur de métier, en fait, pour expliquer aux autres quels sont les métiers, qu'est-ce qu'on fait réellement, et puis pour grandir en compétences, avec parfois des membres qui venaient nous expliquer, alors je prends l'exemple de SketchUp, un outil de modélisation et de création de plans, qui peut être utilisé pour les architectes, mais qui est utilisé, nous, par exemple, par les directeurs techniques, pour réaliser des plans d'implantation et des plans techniques pour monter un événement. Ça, on a eu des sessions de formation par un de nos membres, enfin, formation entre guillemets, c'est pas des vraies formations, mais en tout cas pour faire du partage de compétences. Et ça, vu qu'on a des métiers qui sont très transversaux, voilà, et complémentaires dans un événement, en passant des métiers de la production à la logistique, aux métiers de la technique, c'était vraiment très riche de faire ce partage de compétences
pour pouvoir apprendre, évoluer au sein de notre propre métier et être plus performant dans la globalité de conception et de production d'un événement. Voilà. D'accord. Quelques exemples, mais il y en a pas beaucoup d'autres. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs parmi vous, c'est que finalement, voilà, 4 personnes et vous avez chacun créé des collectifs dans des métiers très différents. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on va trouver des collectifs dans tous les métiers ou au contraire, un collectif, ça a une vocation un peu généraliste ou est-ce qu'il faut plutôt se spécialiser? Olivier. Ok, je passe la main, mais je veux bien Par répondre exemple, en parce partie. que vous, Olivier, vous travaillez dans le tourisme. Alors quand même, c'est un secteur d'activité qui est très précis. Oui, nous, on a décidé de se spécialiser dans ce secteur d'industrie. J'étais freelance et j'ai eu des problématiques de freelance, dont l'isolement dont tu parlais à l'instant. Et on a monté le collectif dans ce sens-là. On est spécialisé dans le tourisme, qui est une industrie gigantesque, mais on n'est pas... moi, je suis chef de produit, par exemple, je package les voyages, mais on a également des conseillers, on a également des community managers, on a toutes sortes de métiers dans une industrie, donc on est spécialisé, mais pas tant, finalement. Et si on se compare à des gens qui sont ultra généralistes, je ne pense pas qu'on puisse parler de collectif dans ce cas-là. Je pense à Malte notamment, qui a annoncé 400 000 freelances, je crois, en Europe. On peut trouver de tout et on peut probablement trouver un jardinier chez Malte, comme un chef de produit, comme un chef de produit événementiel. Alors, en termes de business, Malte explose, évidemment, il lève des fonds et ce sera peut-être une licorne française bientôt. C'est pas du tout notre objectif. Nous, on voulait sortir de l'isolement et la deuxième chose, on a vraiment mis un point d'honneur à expliquer que le collectif n'était pas fait pour trouver des missions aux membres, mais le fait est qu'on trouve des missions aux membres. En fait, c'est pas la raison numéro 1 pour laquelle il faut venir, on n'est pas pourvoyeur de missions, mais c'est un fait, comme c'est un phénomène de mode ou pas, ou lame de fond, les professionnels font appel au collectif parce que c'est aussi une gage de qualité. C'est-à-dire qu'on a fait le casting des membres et on est capable de répondre à des demandes B2B immédiatement. D'accord. C'est-à-dire que finalement, un collectif, c'est pas une auberge espagnole. Si, dans le sens où on trouve ce qu'on y apporte, mais non, effectivement, il n'y a pas à boire et à manger. C'est l'analogie que tu veux faire. D'accord. Oui, le mot collectif, ça peut faire un peu auberge espagnole, mais il y a des collectifs plus ou moins structurés. Nous, par exemple, on revendique vachement le fait d'apporter du business et c'est un peu notre critère numéro 1. Digital Village apporte du business à ses membres et coordonne le business. C'est-à-dire qu'un graphiste et un développeur, on va monter une équipe projet autour de client final, donc qui souhaite un site internet, et donc on va coordonner l'équipe. Donc il y a des collectifs qui, comme le tien, ont plus une vocation de rompre l'isolement, si je comprends bien, et qui n'a pas forcément une origine business à la base, comme le tien aussi, mais finalement on se rend compte que oui, effectivement, les entreprises contactent ces collectifs parce que le collectif aussi est un gage aussi de sélection des freelances qui ont envie d'être dans un collectif, et donc qui a priori sont dans une dynamique de partage de compétences et donc de pouvoir répondre à des missions qui sont plus larges que simplement sa spécialité. D'accord, mais d'une certaine manière, à ce moment-là, ce fonctionnement en collectif, quelle différence vous faites entre un collectif où vous apportez toute une palette d'expertise et une agence classique? Vous pourriez être une SS2I, par exemple. Le critère fondamental, c'est la liberté. C'est qu'on n'est ni des salariés ni des subordonnés de cette SS2I, quel que soit le métier. Et donc, en fait, chaque membre du collectif reste totalement indépendant, a la capacité de fixer ses prix et de choisir ses missions et ses clients. Donc, c'est ça la grosse différence par rapport à une SS2I ou une agence. Toi, dans le monde de l'événementiel, je pense que c'est assez marquant de pouvoir choisir son client et de pouvoir choisir ses prestats. Nous, dans l'événementiel, ça s'est toujours fait vraiment dans pas mal de réseaux, mais de bouche à oreille. Donc, entre freelance, on se parle. On a des groupes WhatsApp qui se sont fondés depuis plusieurs années. On échange les missions. Mais nous, avec l'ASSO, on ne voulait pas se substituer on ne voulait pas faire de la recherche et de la réponse et faire de la recherche qualifiée de freelance. Donc, ce n'est pas du tout notre objectif. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire avec l'association. Surtout qu'il y a déjà des organismes qui existent pour ça. Je pense à Friandise dans le secteur de l'événementiel qui justement travaille sur ce recrutement de freelance qualifiés en répondant vraiment de façon précise aux demandes des clients et en faisant de la recherche de freelance. Nous, on n'a pas le temps parce qu'en fait, on a nos métiers. On est tous bénévoles.
Et c'est vraiment pas l'objet premier de l'association. Mais bien entendu, on a eu une demande énorme quand on a monté l'association. Donc pour pallier à cela, on a quand même un petit formulaire, par exemple sur le site internet, où les agences, les lieux, ou même des clients peuvent faire une demande, voilà, mais qui nous est juste retransmettre sur notre réseau de communication interne, donc interne à tous les membres. Donc les membres peuvent consulter ces demandes, mais bien sûr, on n'ajoute pas notre patte. C'est vraiment, on retransmet l'annonce, le formulaire qui a été rempli, et après, les gens sont libres d'y répondre ou pas. Et pour répondre au fait qu'on est assez attractif, parce qu'effectivement, c'est un réseau qui est qualifié, nous, on a par exemple un système de cooptation pour entrer dans l'association. C'est-à-dire qu'on fait la demande d'adhésion, et on est un peu en attente sur une liste qu'on appelle une liste de cooptation, effectivement, et il faut être coopté par deux membres pour pouvoir entrer dans l'association. Alors, pas de panique si quelqu'un ne connaît personne, ce qui arrive parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas tout le monde et que le réseau est vaste. On a des membres de l'asso qui ont cette mission d'appeler les gens. C'est juste pour être sûr que c'est des personnes qui travaillent vraiment dans l'événementiel et pas de façon ponctuelle, comme quelqu'un qui aura un autre métier et qui, le dimanche, organiserait des anniversaires, des choses comme ça. Donc, dont l'activité est à 80% quand même l'événementiel, et qu'on partage un peu la même culture de travail avec les agences, parce que c'est ce qui nous réunit un peu dans notre association quand même. Nos clients premiers sont les agences. Voilà. Et donc ça, effectivement, pour les agences, c'est un peu un gage de qualité, on va dire. Et du coup, elles avaient cette demande de pouvoir venir recruter chez nous. Mais nous, on n'a pas le temps de traiter des annonces, de vraiment les requalifier, de faire de la recherche. Enfin, ça, c'est un travail à plein temps, en fait. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Voilà. Et avec qui on travaille, notamment pour essayer de faire des passerelles actuellement. D'accord. Donc on voit que certains collectifs proposent des missions, même si ce n'est pas votre vocation première. On voit que d'autres le font un petit peu de manière informelle, on va dire. D'autres ne le font apparemment pas. Vos membres, vous ne leur proposez pas des missions. Et je crois que dans un secteur comme la musique, alors quel est l'intérêt d'un collectif et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors oui, c'est un petit peu différent de notre démarche. On a fondé la Guilde des artistes de la musique en 2013. Donc moi-même, je suis autrice, compositrice, interprète. Du groupe Pravda. Du groupe Pravda. Et on a fondé ça avec les artistes Axel Bauer, Kent et Issam Krimi, dans l'idée qu'on parlait beaucoup en notre nom. En 2013, le streaming arrivait dans les mœurs. Ça devenait un usage plus courant et on ne comprenait plus rien à notre rémunération. Donc il y avait le besoin de se fédérer pour comprendre mieux, mais aussi pour peser dans les débats et être à la table des discussions de l'industrie musicale en tant qu'auteur, compositeur, interprète et entrepreneur. Donc on n'a pas monté un syndicat à proprement parler, c'est une organisation, c'est un groupement d'intérêts d'artistes entrepreneurs qui ont besoin d'être entendus. Donc on est vraiment là pour faire de l'influence sur le législatif, pour améliorer nos conditions contractuelles. Donc là, c'est un groupe c'est à la fois un think tank et un lobby. Et un groupe de pression. Et un groupe de pression, voilà. Donc on a fédéré beaucoup d'artistes connus d'abord, et puis aujourd'hui on accueille des artistes émergents pour changer aussi les choses dans les pratiques, les éveiller, éveiller leur conscience, les aider à se structurer, puisque la structuration c'est assez complexe dans notre secteur, parce qu'on est quand on est auteur, on est indépendant, quand on est interprète, on est salarié. Donc il y a toutes ces complexités à manipuler. Et donc là, on fait de l'accompagnement auprès de nos membres pour ça. Et sinon, on fait des négociations d'accords avec les plateformes de streaming, avec les syndicats de producteurs, les syndicats d'artistes, d'interprètes, enfin de salariés en fait, puisqu'on disait tout à l'heure en préparant cette table ronde que c'est pas tant des artistes qui représentent les salariés, c'est les salariés des maisons de disques qui négocient pour les artistes des accords de travail. Voilà. D'où la création de la Guilde des artistes de la musique. D'accord, qui est ouverte à tous les artistes et interprètes, donc. Voilà, auteurs, compositeurs, interprètes. En revanche, on ne représente pas de gens qui seraient que interprètes, qui ne seraient pas à l'initiative des œuvres. Il y a vraiment cette notion d'initiative, d'entreprendre, justement d'avoir l'idée, d'être l'instigateur. Ouais. D'accord. Pour revenir un petit peu sur cette question de l'ouverture des collectifs, en fait, donc vous nous avez expliqué que donc en ce qui concerne la Guilde des artistes, il suffit d'être à l'origine d'une œuvre quelque part pour rejoindre votre groupe. Olivier,
comment est-ce que vous recrutez? Comment est-ce que vous recrutez? Je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on vous rejoint? Eh bien, c'est par cooptation désormais aussi, une double cooptation, parce qu'en fait, on a eu une affluence énorme de candidatures qu'on n'était pas capable de traiter, parce que c'est pas notre cœur de métier. Donc maintenant, on a mis un système de cooptation. En gros, la première année, on refusait, on acceptait un freelance sur 10 qui venait se présenter. C'est peu. Ouais, mais du coup, ça donne aussi de la crédibilité au collectif, c'est-à-dire qu'on fait un vrai casting. Le mot recrutement n'est pas le bon, mais c'est un peu dans cette idée-là. Et on a 2 critères qui sont sine qua non. Le premier, c'est être déjà freelance ou avoir déjà une activité d'entrepreneur individuel et travailler dans le tourisme. Pareil, on peut pas le chef de produit du dimanche ou ce genre de choses, ou le voyageur passionné. C'est pas ça qu'on veut représenter. Donc cooptation et les 2 critères, déjà indépendant et déjà dans le tourisme. D'accord. Est-ce que je peux vous poser également la question, Bertrand? Comment est-ce que vous trouvez vos compétences? Est-ce que c'est les gens qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui faites un casting? Est-ce que c'est ouvert à tous? Alors, même chose que tous mes autres compères, donc beaucoup de cooptation et de bouche à oreille. Ça reste un collectif, donc ça reste assez familial. Et puis après, au fur et à mesure de la force du collectif, c'est-à-dire sa capacité à attirer de nouveaux talents, la plupart des collectifs mettent en place un process d'intégration. Donc ça peut être effectivement le parrainage. Chez nous, c'est un peu différent. On les met en un terme assez barbare, je suis désolé, mais on les met en quarantaine. Cette quarantaine, c'est grosso modo 3 projets. 3 projets digitaux sur lesquels ils sont testés, si ça se passe bien avec le client final et leurs compères, donc l'équipe. Mais du coup, ils sont considérés comme villageois. Digital village. D'accord. Donc il y a une sorte de période de probation en fait. Voilà, c'est ça. Qui a le mérite d'être non pas basé sur le temps, mais sur le nombre de projets, sur la capacité à exécuter des projets en équipe. C'est ça qui est important parce que dans les métiers qui sont complémentaires, c'est le cas de l'événementiel. Si les gars sont pas capables de bosser ensemble, en fait, le résultat final pour le client fonctionnera pas. Et puis, encore une fois, on a la liberté de pouvoir travailler en freelance, la liberté de pouvoir choisir ses missions et la liberté de pouvoir travailler avec qui on veut. Ça passe par le client, mais ça passe aussi par les personnes avec qui on a envie de bosser, avec qui on a plus d'affinités ou le plus de challenge professionnel. Et vous-même, Marie, est-ce que vous avez beaucoup de candidatures de freelance? Est-ce que vous sentez un mouvement finalement? Est-ce que ils ont envie de vous rejoindre? La salle d'attente ne désemplit pas. Alors nous, à l'association, on oscille avec les renouvellements entre 350 et 400. On n'a pas encore dépassé la barre des 400, on y était proche il y a quelques mois. On a toujours une 50aine de personnes qui sont en liste d'attente, en attente de cooptation. Et donc, effectivement, nous, soit des membres connaissent cette personne et en apposant leur nom sur la cooptation, affirment qu'elles ont déjà travaillé avec cette personne, qu'elles travaillent bien dans le secteur de l'événementiel, voilà. Soit si la personne ne connaît personne, on l'appelle, on a notre petite team qui les appelle. Mais on a toujours une 50aine de personnes un peu en liste d'attente. On essaie de ne pas les faire trop attendre. Mais c'est vrai que c'est du temps parce qu'à chaque fois, c'est des équipes de 2 qui appellent. Là, on a beaucoup de personnes qui ne connaissent aucun membre. Parce qu'on demande aux membres régulièrement, chaque semaine, d'aller vérifier les listes. Voilà. Et en ce moment, comme l'activité est débordante, tout le monde ne prend pas le temps. Tant mieux pour vous. Mais justement, cette activité débordante, donc peut-être pour revenir un petit peu sur le sujet finalement de la transformation de ces collectifs sur le marché du travail, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus demandeuses auprès des collectifs ou est-ce qu'elles continuent à chercher des freelances ou est-ce que finalement, le collectif, en s'intermédiatisant, on va dire, entre l'entreprise et le freelance, permettent justement de faciliter la... Est-ce que vous êtes une facilité pour les entreprises, en fait ? Pour la recherche de profil, comme on le disait tout à l'heure. Non, c'est-à-dire, par exemple, voilà, moi je suis un donneur d'ordre, j'ai une multinationale, j'ai besoin de freelance, j'ai besoin d'expertise extérieure. Est-ce que je vais plus facilement aujourd'hui me tourner vers un collectif que vers un freelance ? Je vais faire une réponse un peu macro, peut-être un peu normande aussi. Et je considère qu'en fait, il y a 2 versions du travail indépendant. La V1 qui est celle... dont on parlait tout à l'heure sur Malte, sur des plateformes en fait. Donc c'est une vision très utilitariste du freelance. C'est-à-dire j'ai besoin d'un freelance, d'un régisseur son et je vais aller le sélectionner sur Malte et j'achète mon freelance et puis après une fois que j'en ai plus besoin je le jette. Ça c'est la V1.
Après, il y a la V2, qui est une vision du travail indépendant beaucoup plus organisée, qui passe par le collectif et qui est une vision moins consommatrice du freelance, à savoir qu'on est dans une pénurie de compétences généralisées au niveau mondial. Et donc, on va avoir une vision beaucoup moins jetable de ce free, puisqu'il va falloir le conserver. Et donc, le conserver, ça passe par différentes manières. Soit je suis en capacité, moi, le donneur d'ordre, donc l'entreprise, de le fidéliser, ce qui est souvent pas le cas parce que les entreprises n'ont pas ces capacités d'embrasser le travail indépendant. Soit je vais justement passer par un collectif qui, lui, va faire ce travail d'animation de collectif, d'animation de réseau, etc. Et donc de pouvoir avoir la capacité de garder cette force de compétence dans la durée. Et donc, oui, moi je suis convaincu que les entreprises aujourd'hui, sauf si elles arrivent à s'organiser pour bien embrasser le travail indépendant, ce qui normalement devrait être le cas dans les futures années, encore une fois on revient sur un actif sur deux sera freelance, donc elles ont plutôt intérêt à prendre en compte ce sujet, et bien du coup elles vont passer par des intermédiaires, donc ces fameux collectifs, pour organiser le travail indépendant. D'accord. Voilà. Et c'est déjà quelque chose, pour continuer cette analyse un petit peu macro, que vous ressentez également dans le secteur du tourisme? Oui. Alors nous, on a observé aussi qu'il y avait une certaine fidélité des entreprises avec les freelances qu'on peut coopter chez eux. Ils le font travailler sur une mission parce qu'ils ont un besoin urgent et s'il y a une récurrence, ils le reprennent en fait. Alors il y a quand même une chose, c'est qu'il y a la vieille école et je pense que le changement, il faut le prendre par la main plutôt qu'ils nous prennent par la gorge. Et il y a quand même certaines entreprises un peu vieux jeu qui pensent que le contrat de travail, le bon vieux CDI, c'est une culture d'entreprise, c'est 10 ans d'expertise qu'on internalise, alors que c'est tout à fait imaginable avec un freelance également. Peut-être de manière saisonnière, dans la mesure où on ne va pas faire 10 ans, 24 au sein de l'entreprise, mais on peut venir en récurrence. Je vais vous prendre un exemple. Un conseiller voyage peut venir en renfort chaque été sur des ventes, parce qu'il y a des saisonnalités avec des pics au sein des agences. Et ce freelance peut venir chaque été parce qu'il est spécialisé sur telle zone ou sur tel type de voyage. Et donc, il y aura une récurrence chaque année. Et en fait, du coup, les outils, on les connaît, les collègues, on les connaît, la culture d'entreprise, on la connaît. Donc, il peut y avoir une récurrence là-dessus. Et je pense que c'est un intérêt aussi pour le freelance d'avoir cette récurrence parce qu'il sait qu'il a un client qui arrive chaque année dans son business plan ou dans sa trésorerie. De se dire, je sais que je travaille avec lui chaque été, il faut que je trouve du monde ailleurs. D'accord, c'est un petit peu. Donc, finalement, si effectivement il y a un mouvement macro, c'est-à-dire que les entreprises, peut-être parce qu'elles ont davantage confiance dans la force des collectifs, si elles se tournent davantage vers les collectifs que vers les freelances sur catalogue, on va dire. Du coup, est-ce que vous conseilleriez à un freelance d'adhérer à un collectif? Est-ce que c'est une démarche qui aujourd'hui est indispensable à vos yeux quand on est freelance? Je veux bien répondre en deux mots. Pour moi, c'est certain. Ça a été la motivation principale du collectif. Et d'ailleurs, on n'est pas exclusif. On invite nos membres à aller au sein d'autres collectifs. On n'est pas du tout en compétition. Et je ne vais pas avancer un chiffre, mais je pense qu'au moins la moitié de nos membres sont sur Malte également. Et on a découvert que Malte se mettait quand même en position d'intermédiaire avec les entreprises. C'est pas juste sur catalogue. Je pense que ça l'est beaucoup été, mais aujourd'hui, il y a un intermédiaire qui fait le lien entre l'entreprise et le freelance pour coopter le bon profil sur le bon brief et pour s'inscrire dans la durée et voire pour coordonner plusieurs freelances qui vont répondre à un appel d'offres. Olivier, tu ne considères pas que Malte est un collectif, j'espère? Ouais, il ne se positionne pas comme ça, il se positionne comme une marketplace. Un intermédiaire, on va dire. C'est la V1 du travail indépendant. Ça reste la V1, d'accord. Mais en même temps, vous-même, en tant que collectif, vous êtes aussi un intermédiaire avec l'entreprise. Oui, bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, on garantit effectivement que ce freelance a une certaine légitimité à effectuer sa spécialité parce que justement on l'a recruté comme un pair en fait. Donc si on prend l'exemple, je sais pas moi, des graphistes, on préjuge que le collectif de graphistes a considéré que cette personne avait le niveau ou alors avait la fiabilité pour pouvoir être dans le collectif et donc de ne pas desservir son collectif si jamais il était défaillant. D'accord. Et dans les métiers de l'événementiel, alors? Alors nous, j'ai envie de dire que c'est un peu spécifique et inhérent à l'événementiel, c'est-à-dire qu'on a souvent un intermédiaire, nous, qui est l'agence. Alors, pas pour tous les événements et les types d'événements, parce qu'un événement, ça va du mariage à l'événement sportif, à l'organisation d'une Coupe du Monde. Enfin, c'est très vaste en termes de palette. Alors nous, on n'est pas trop, chez nous, il y a pas vraiment, on n'est pas trop dans l'événementiel privé, justement, type mariage. Mais du coup, on a une culture commune qui passe souvent via l'agence. Donc en gros, réponse à un appel d'offres, on gagne un projet, et là, l'équipe va s'étoffer
avec les chefs de projet qui sont généralement fixes dans les agences. Il y a aussi des profils freelance et qui vont recruter leur équipe qui va s'étoffer au fur et à mesure des mois selon la taille du projet. Donc, on va avoir un directeur de production, une directrice logistique, enfin, tous ces profils qui viennent s'ajouter jusqu'aux personnes qui sont des régisseurs et qui vont juste aider sur le terrain pendant l'événement. Et donc, on travaille beaucoup avec les gens qu'on connaît. On se crée un peu en tant que freelance des tribus, des familles, et qu'on rappelle systématiquement parce qu'on aime travailler avec eux, parce que ça fonctionne, parce qu'ils sont habitués à la typologie de clients. Donc on a quand même un lien moins direct avec le client final qui va appeler un freelance, qui va constituer son équipe. Ça commence à se faire. Et en ça, peut-être que le collectif peut aider. Et nous, on a remarqué que depuis qu'on existe avec l'association, on a élargi nos réseaux, parce qu'on a chacun, du coup, ces petites familles qu'on appelle constamment. Ah oui, j'ai cette personne avec qui j'ai l'habitude de travailler et puis qui travaille avec ces techniciens-là. Voilà. Au-delà des prestataires, on a des freelances un peu avec qui on a l'habitude de travailler. Et cet asso nous a permis d'élargir cette vision, aussi notamment avec des freelances qui ne sont pas parisiens, parce qu'on est souvent focus sur notre microcosme parisien. Enfin, je parle pour moi parce que je suis d'ici, de la région parisienne. Mais on a élargi aussi avec tous les freelances qui peuvent très bien se déplacer et qui habitent partout en France. Et ça nous a permis vraiment d'agrandir cette palette et d'avoir de nouvelles équipes avec qui on peut travailler. Et donc, je pense que l'asso a aidé à ça, en tout cas, à agrandir ses réseaux et avoir de nouveaux petits réseaux qualifiés, de nouvelles passerelles. Et ça, c'est vraiment agréable. On s'est mis à rencontrer vraiment des gens qu'on avait rencontrés qu'en Zoom ou en Teams lors de la création de l'asso. Et on a vraiment concrétisé ça. Et donc, ça nous donne un potentiel d'action plus large, en fait, dans le recrutement de nos équipes. Et on commence à vraiment... moi, on m'appelle énormément pour justement constituer des équipes, ce que je n'avais pas avant d'être dans cette asso. Et donc, je profite du réseau, on en parle, on a des discussions un peu off pour essayer de créer des choses. Voilà. Après, en contact direct avec le client final, ça... c'est pas encore dans les mœurs, je pense. C'est une spécificité dans votre secteur. Je pense que c'est lié au secteur, ça a toujours été comme ça. Voilà. D'accord. Mais très très concrètement, pour un freelance, comment est-ce que... quand on adhère à un collectif, après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, finalement, est-ce que je cède une partie de mon chiffre d'affaires au collectif? Est-ce que je paye une cotisation? Comment est-ce que ça fonctionne, finalement, un collectif, concrètement? Dans notre cas, effectivement, c'est une cotisation annuelle. Et la nouveauté, c'est qu'on a fait 3 tarifs différents. Au début, il y avait un seul tarif et un pour les non imposables. Et puis là, on a fait on a un peu marketé l'adhésion avec des nouveaux partenaires. Et plus il y a de partenaires, plus il y a de tarifs préférentiels, plus l'offre est plus élevée parce qu'il faut financer cette organisation. Et donc ça, peut-être que je devance ta prochaine question. Mais, non, pas du tout. Donc j'en sais rien, mais en tout cas ça me vient comme ça. Mais nous, on est subventionné, on a des subventions. Alors, subventionner un groupement corporatiste, c'est pas évident. Donc c'est un peu plafonné, il y a un vrai plafond de verre. Donc nous, on a une aide du ministère de la Culture et de la SACEM, qui est la Société de gestion collective des droits d'auteur. On en a eu de la Société de gestion collective des droits d'interprète, mais on l'a perdu parce qu'on n'était pas d'accord avec eux sur un projet de loi et donc mesure de rétorsion. Voilà, ça c'est la gaieté c'est la joie, quoi. Et donc pour avoir son indépendance, c'est compliqué. Donc là, on a revu un peu nos offres aussi pour améliorer un peu les financements et gagner en indépendance. C'est pas évident. Voilà. D'accord. Olivier, peut-être la même question en fait. Ouais. Si moi je suis professionnel, freelance dans le tourisme, j'adhère chez vous, comment ça fonctionne? C'est une adhésion annuelle très simple et relativement faible, c'est plutôt symbolique qu'autre chose. Ça permet de financer quelques frais de l'association, un peu de visibilité, le séminaire annuel, ce genre de choses. Après, le deuxième mouvement financier de l'association, c'est l'apport d'affaires. C'est-à-dire que si vous m'apportez une affaire, vous prenez un pourcentage. Si c'est l'association qui apporte une affaire parce que l'entreprise nous a contactés par notre visibilité, c'est l'association qui prend le flux. Mais sinon, pour être membre, c'est 50 € par an. D'accord. C'est vraiment symbolique. D'accord. Mais en fait, c'était par rapport à la rémunération de la mission. C'est-à-dire, si moi, je vous apporte une affaire, en fait, vous allez prélever un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires. C'est bien ça le principe, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un pourcentage d'apport d'affaires entre 5 et 10% sur une mission qui peut durer jusqu'à 6 mois. D'accord. OK. Est-ce que c'est un petit peu la même chose, Bertrand, dans le numérique? Dans le numérique. Ah, le numérique. J'ai entendu l'emailing. Oui, C'est parce que vous faites vos emails en même temps. Ouais, c'est ça.
Non, on a le même système. Enfin, on a un système de commission en fait que supporte le client. Donc on prend environ 20%, sachant qu'il y a 10% qui sont reversés aux personnes qui apportent le business. Donc, mais c'est le client qui paye cette surcharge sur le coût de production du freelance, dans la mesure où justement il y a la garantie du collectif. Il y a la garantie du collectif, Voilà. d'accord. Donc ça peut permettre justement de demander un surcoût à l'entreprise, en fait, au client. Oui, final. tout à fait. Assez souvent, il n'y a pas trop de questions de la part du donneur d'ordre, du client final, sur cette surcote. Bon, de toute façon, c'est assez normé, puisque finalement, encore une fois, les agents prenaient une commission sur les freelances, les plateformes prennent une commission sur les freelances. La seule question, c'est de savoir est-ce que ça vient imputer leur coût de travail ou est-ce que ça va être rajouté sur leur coût. Voilà. Sur la facture finale. Voilà. Et tout D'accord. ceci est organisé via une plateforme digitale qui nous permet justement de gérer tout ce système de commission qui est finalement assez complexe. On en parlait tout à l'heure, mais il y a des régimes qui sont parfois un peu compliqués en France, je pense notamment aux AGSA, Maison des artistes, un système de précompte très facile à comprendre pour le client final. Et donc du coup, il y a des calculs assez complexes. En France, on a une dizaine de statuts juridiques différentes pour regrouper une seule typologie de statut qui est le freelancing, qui n'est pas un statut du coup. Et donc, je parle des maisons d'artistes, AGSA, auto-entrepreneurs avec ou sans TVA, SAS, SARL, portage salarial. Est-ce que justement les collectifs permettent finalement pour le freelance de se dépatouiller dans cette jungle des statuts, de faciliter peut-être la lecture de sa fiche de paye au final, quoi? Alors c'est une question délicate parce que par définition un collectif n'a pas vraiment vocation à accompagner un freelance qui lui-même a vocation à être indépendant et se débrouiller tout seul. Ça c'est la théorie. Et la pratique c'est que oui évidemment de pair à pair on a vocation à s'aider sur ce maquis administratif français, qui est parfois dans le sens des freelances. Donc c'est pas une critique, mais force est de constater que du coup une dizaine de statuts qui est compliqué à gérer. En fait. Voilà, c'est compliqué à gérer, puis très souvent, parce caché derrière son petit doigt, les freelances ils aiment bien faire leur métier, mais ils aiment pas trop l'admin, c'est pas trop leur truc. Parce que soit ils ont envie de faire la régisson, soit ils ont envie de faire du graphisme, soit ils ont envie de faire de la musique ou du tourisme, mais ils n'ont pas vraiment envie de faire des factures. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre parce que sans ça, ils ne sont pas payés. Et sans ça. Mais ça, est-ce que c'est un service que les collectifs apportent? Donc, apparemment, chez vous, pas trop. Vous dites, il y a une relation de pair à pair, c'est-à-dire on va s'aider, écoute, tu peux peut-être facturer comme ci, comme ça. Mais est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que c'est peut-être le cas même chez vous, finalement, d'appuyer, d'aider le freelance sur cette partie gestion de la facturation, en fait? Ouais, tout à fait. Nous, on organise des ateliers régulièrement et de ces ateliers en ressortent des documents qu'on fait circuler en interne et ça permet justement soit d'échanger sur des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques parce qu'on a tous fait des erreurs et l'idée c'est qu'on les reproduise plus. Justement sur les statuts juridiques, sur la négociation, combien je vaux, mon taux journalier. En fait, quand on est isolé, on ne sait pas trop, je pense que je vaux 200 € par jour alors que j'en vaux peut-être le double ou la moitié. En fait, c'est difficile quand on n'a pas de retour et on se retrouve face à quelqu'un avec qui il faut négocier. Donc cet échange autour d'ateliers permet de se dire le statut auto-entreprise n'est plus intéressant au-delà d'un tel palier parce que la TVA arrive et en fait tu gagnerais plus à avoir une entreprise où il y a 1000 solutions administratives et c'est une jungle comme tu le disais et cette jungle permet aussi que chacun y retrouve son compte à condition d'être bien informé. Et on fait des ateliers pour ça. Ce qui est un peu le rôle du collectif. Et j'imagine que dans le monde des artistes, alors là ça doit être carrément la jungle. Oui, c'est hyper compliqué. Non mais c'est ça, on cumule des régimes différents. La même personne cotise à plusieurs caisses. Il y a on est auteur, on est indépendant, on est à la Maison des artistes, on est interprète. La Maison des artistes qui porte assez mal son nom parce qu'elle ne gère que des auteurs en fait. Oui. Déjà, c'est compliqué. Mais justement, comment est-ce que vous accompagnez vos adhérents finalement dans cette... concrètement, on a un agenda, on peut prendre rendez-vous avec deux d'entre nous de l'organisation pour faire 1h30 de conseils en one-to-one.
où on va accompagner sur la structuration, les questions qui se posent. On leur donnera une fiche récapitulative des choses et des adresses à contacter, etc., en fonction du cas par cas. Puis aussi beaucoup de formations, d'informations. On fait des émissions, là on a lancé par exemple une émission qui s'appelle Masters, donc ça vient du mot master qui est la bande master de l'enregistrement et du mot maîtrise. Et sur YouTube qui marche assez fort, on a fait un épisode où justement on mettait un rappeur qui s'appelle Fianso en face de la directrice générale de la SACEM et on était 2 à les interroger. Et ça dure 1h30 et on a fait 220 000 vues, donc ça veut dire que c'est quand même hyper rébarbatif. Mais il y a un vrai intérêt, il y a un vrai besoin d'information et de comprendre. Donc on trouve des formats différents, un peu didactiques ou un peu plus dynamiques comme ça, comme une interview entre un gros rappeur, une DG de SACEM. Non mais c'est hyper intéressant. Et on cherche des formules comme ça, mais pour éduquer et former. Donc voilà, mais c'est tellement compliqué qu'il faut faire de la pédagogie à plusieurs niveaux et de manières différentes. Voilà, ça c'est notre... Je crois que l'une des forces du collectif, effectivement, c'est de s'aider mutuellement. Est-ce que vous-même, Marie, dans le secteur de l'événementiel, je veux dire, si on devait décrire un petit peu la palette des services que vous offrez à vos adhérents, est-ce que... Oui, bah justement, pour rester sur le sujet évoqué, nous, c'est la jungle de la jungle, parce qu'on a en plus à intégrer ceux qui sont encore salariés, donc les derniers résistants intermittents du spectacle, qui ne devraient pas être intermittents du spectacle, mais qui le sont depuis des années, donc il le reste, mais qui finalement ont une façon de travailler freelance, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas un statut d'être freelance en France. Donc nous, on se considère tous freelance dans notre façon de travailler, mais en vrai, il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas de société. Donc on doit jongler en plus avec tout ça. Donc effectivement, il y a une transition, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui sont en intermittence vers des statuts vraiment de société. Et ça, effectivement, il faut l'accompagner. Alors nous, c'est pas notre expertise. Notre expertise. Donc notre idée, c'est de renvoyer vers les bons collectifs. Parfois vers des syndicats aussi, parfois, en tout cas, toutes les personnes qui peuvent apporter les réponses, on les a identifiées pour pouvoir renvoyer vers les meilleurs interlocuteurs possibles. Après, il y a du partage d'expérience, comme je disais, et puis quand on ne trouve pas les choses, on les crée. C'est-à-dire, on s'est aperçu que, au moment du Covid, on a eu beaucoup de problèmes avec les annulations d'événements et le non-paiement de dédits ou par manque de CGV. En fait, les freelances ne mettaient pas de CGV sur leur devis ni sur leur facture. Donc, on a eu un gros chantier de création de CGV. Donc, on a créé avec une avocate vraiment une boîte à outils des CGV où on peut venir piocher parce que ça fait 14 pages, donc un peu long à mettre sur un devis ou une facture. Mais en tout cas, quelque chose qui permet aux freelances d'aller piocher les éléments qui peuvent correspondre à son métier. Voilà, donc ça, il y a eu un travail justement fait là-dessus. On a aussi... on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de RC Pro qui correspondait aux demandes de l'événementiel. Donc, on a créé Pro, c'est quoi, une assurance responsabilité civile professionnelle. Il n'y en avait pas en fait. Il n'y avait pas d'assureur qui était spécialisé dans l'événementiel. Donc, on s'est rapproché d'une société d'assurance pour créer notre RC Pro et évaluer les risques dans l'événementiel. C'est-à-dire que ça n'existait pas en fait un directeur logistique événementiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et quels sont les risques liés à ce métier ? Et donc, on a dû rapporter les risques d'autres métiers. Un directeur logistique, je ne sais pas, dans l'agronomie, je ne sais pas, j'invente, mais en tout cas, on a dû rapprocher les choses qui existaient dans le monde de l'assurance avec nos métiers. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour proposer une RC Pro à un tarif compétitif à nos membres et qui correspondent vraiment aux risques liés à nos métiers, ce qui n'existait pas en France en tout cas. Donc voilà, quand il n'y a pas, en fait, on va chercher, on essaie de travailler avec des gens compétents pour créer. Donc ça, c'est 2 choses, par exemple, qu'on a travaillé depuis ces 2 dernières années et qu'on offre à nos adhérents en tout cas. Ouais, je rebondis, je pense que c'est vraiment 2 exemples très concrets de ce que peut faire un collectif et de professionnalisation d'une profession et de sécurisation de ses adhérents, ses membres. De ses membres, oui. RC Pro, c'est un vrai boulot ce que vous avez fait sur le secteur d'événementiel et conditions générales de vente pour... je traduis les CGV. C'est quelque chose de central par métier. C'est pour ça que, si on reprend le sujet de tout à l'heure sur la spécialisation des collectifs, elle est pertinente pour ça, parce qu'il y a du coup des vrais experts qui connaissent les vrais sujets, les vrais risques juridiques quand
quand on fait un événement ne sont pas du tout les mêmes que quand on fait un site internet. Mhm. Et donc, il y a intérêt à les verticaliser, ces collectifs, et de faire en sorte que justement les experts, donc vous, ceux qui portent le collectif, arrivent à mettre à disposition un certain nombre de savoirs pour tous ces membres ou adhérents. Je rebondis là-dessus, mais par exemple, en cas de conflit avec l'entreprise, par exemple, on n'est pas satisfait d'une prestation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le collectif qui va gérer le conflit ou... Ça dépend. Il y a deux types de collectifs. Je vais le schématiser un peu comme ça. Il y a les collectifs qui vont prendre la mission en leur nom. en leur nom. D'accord. C'est-à-dire, c'est le cas de Digital Village, par exemple. Nous, on contracte avec le client et on sous-contracte avec l'indépendant. D'accord. Donc, c'est Digital Village qui est responsable. D'accord. Ok. Dans ce cas de figure-là, si le client n'est pas content de son site internet, eh bien, du coup, c'est à nous soit de retrouver un autre freelance, soit de se battre pour récupérer l'argent qui est dû pour le freelance. Donc ça, c'est une version 1 du collectif. Il y a la version 2. Peut-être que mes compères ont cette forme d'organisation qui est de dire, bon, bah, nous, notre boulot, c'est pas ça. Notre boulot, c'est plutôt un boulot d'animation professionnelle, de réseau. Et on va pas porter la mission. Je pense que c'est ton cas, c'était une association, je pense que c'est un peu ton cas. Et dans ce cas de figure, à part la mise à disposition d'un certain nombre de grilles et de sécurisation de leur contrat, ils doivent se débrouiller. Et en fait, l'organisation, elle est provideuse de services pour ses adhérents, mais pas plus. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on va étoffer notre réseau de compétences autour de l'association, c'est-à-dire avoir des avocats référents qui connaissent notre secteur, avoir des cabinets de comptables qui peuvent justement aider quand on décide de changer de statut et qui connaissent parfaitement l'événementiel et peuvent aiguiller les personnes qui veulent changer avec les pour, les contre en fonction aussi de leur vie personnelle, toutes ces choses-là. Donc nous, l'idée, c'est qu'on puisse rediriger les personnes qui nous amènent une certaine problématique, qu'elle soit juridique ou autre, et en discuter ensemble. Et c'est vraiment une force. On a eu une membre qui a eu justement un problème... une attaque de la part avec un dépôt de plainte et en tout cas elle a trouvé une écoute au sein de l'association pour pouvoir échanger. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, qu'est-ce qu'on peut faire, vers qui on peut s'orienter, et ça en étant seul tu ne l'as pas forcément. Bon, tu peux chercher sur Google, mais du coup nous on rassemble un réseau de personnes compétentes pour répondre à ces problématiques, et donc l'idée c'est d'aiguiller les gens vers ces personnes et ces sociétés qui peuvent les aider au mieux lors de problèmes. Après, je repasse le micro à mes compères, mais je pense que c'est vraiment hyper important pour les personnes qui nous écoutent dans la salle, en fonction du niveau de risque du métier que vous faites et que vous avez vocation à faire en tant qu'indépendant. Je prends l'exemple de l'événementiel, les risques juridiques qui sont très importants. Quand vous êtes ingé son, que vous installez par exemple des enceintes dans une salle et que cette enceinte tombe sur quelqu'un, il y a un petit risque juridique. Quand nous, si on fait un site internet dans le digital, et que ce site internet se fait hacker et que le hacker arrive à rentrer, je sais pas, chez un assureur reconnu, les risques juridiques qui sont monstrueux pour le freelance. Et donc il faut prendre ces sujets pas à la légère, parce que, et donc d'où l'intérêt du collectif. C'est pas pour faire notre pub, mais c'est essayer de trouver de vous rassembler avec vos pairs pour appréhender ces risques et être capable de vous protéger. Et de vous protéger avec les outils qui sont mis à votre disposition. Conditions générales de vente, RC Pro, c'est vraiment les deux bases qui doivent vous animer si vous n'êtes pas encore indépendant. Et si vous l'êtes, de vous équiper. Et j'ajouterais que c'est un accélérateur, parce que l'administratif français, voilà. on a peu de temps souvent en tant que freelance, et du coup, se dépatouiller là-dedans et trouver le temps pour trouver les solutions et les meilleurs experts pour nous accompagner, c'est jamais simple. Donc ça, c'est vraiment une petite passerelle et un gain de temps et une ressource clé qui nous permet de continuer à travailler et d'accélérer le process de résolution du problème. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup de services qu'on peut trouver en tant qu'indépendant auprès des collectifs, mais le premier sujet qui est arrivé quand on a commencé cette table ronde, c'était la solitude du freelance. Alors je crois que Suzanne, vous avez monté un collectif autour de la santé et du bien-être des artistes. Oui. C'est quoi exactement? Alors ça s'appelle Cura, qui veut dire prendre soin en latin. Oui. C'est effectivement, déjà les artistes sont aussi comme les freelances, c'est une population très isolée, on se parle peu, on est voilà, bon, donc ça c'était déjà l'idée aussi de sortir de l'isolement. Et par ailleurs effectivement, on s'est intéressé aux questions de santé mentale dans l'industrie musicale, parce que c'est une industrie qui a des
la spécificité d'être dans un environnement festif où on peut travailler de jour comme de nuit, où on est loin de chez soi, où on est beaucoup en tournée. Donc des problèmes de santé physique comme la malnutrition, je vais fort là, la famine carrément. L'hygiène alimentaire, voilà, c'est tout à fait ça, l'hygiène alimentaire, le sommeil, voilà, mais il y a aussi beaucoup de troubles de l'anxiété, de dépression, et on a commencé à voir venir des chiffres alarmants de Suède et d'Angleterre qui disaient que 8 musiciens sur 10 étaient dépressifs. Donc on a mené l'enquête en France avec notre collectif, on a trouvé que 4 personnes sur 5 dans l'industrie musicale, artistes et acteurs de l'industrie confondus, se sentaient déprimés. En revanche, le diagnostic, il y a beaucoup, on perd des gens au niveau de la dépression réelle et diagnostiquée. Il y a 2 personnes sur 5, c'est déjà beaucoup. On a des volets sur les violences sexistes et sexuelles, puisque c'est une industrie très masculine. On a un volet sur les addictions, drogue, alcool, médicaments aussi. Enfin, voilà, et comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Je veux dire, justement, est-ce que là, le collectif apporte un soutien et sous quelle forme? Donc le collectif a choisi d'abord de chiffrer, pour mesurer en tout cas, pour voir évidemment où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait, comment on sensibilise. Donc on a compris que l'accès aux soins était une problématique, un enjeu de financier ou de prise de conscience aussi. Donc on travaille on va faire de l'influence pour créer un fonds d'aide à l'accès aux soins. On va travailler avec nos mutuelles notre mutuelle c'est Audience chez nous. Donc on collabore avec eux. On a créé un annuaire qui recense les thérapeutes dans toute la France, justement pour les gens en tournée qui auraient besoin de n'importe quel thérapeute, mais qui connaîtraient les spécificités aussi physiques et psychologiques de nos métiers. Et on fait des groupes de discussion, on fait des ateliers. Beaucoup de gens viennent nous parler aussi. Alors c'est là la limite de la chose, c'est qu'on n'est pas des professionnels de la santé. Donc il faut vraiment tout de suite réorienter. Mais on a tendance à recueillir quand même des paroles parfois difficiles, des témoignages difficiles, douloureux. Bon. Et puis on anime une communauté via les réseaux sociaux, on sensibilise, etc. Voilà. Ça sert à ça. Le collectif, c'est que on voulait que l'avantage du collectif, c'est la souplesse de la formule. Il n'y a pas vraiment de statut juridique. C'est d'ailleurs du coup pourquoi... c'est mon organisation, la gamme, qui héberge administrativement les dépenses et les recettes il n'y a pas de recettes. Les dépenses du collectif. Mais par exemple, si je demande une subvention, c'est via la gamme pour mener une étude. Voilà. Mais la souplesse du collectif, c'est que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'était ça l'idée. Des thérapeutes peuvent intégrer le collectif, des artistes, des journalistes. Voilà, c'est ça, c'est le principe d'ouverture et de souplesse. D'accord. Et peut-être, je crois qu'on est déjà en retard sur la clôture de cette conférence, mais peut-être un mot pour finir, pour parler encore de cette question de l'isolement des freelances. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots, est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que justement l'intérêt du collectif, c'est peut-être une fois par an ou de se rencontrer? Olivier? Ouais, nous chez Away We Go, on a un séminaire annuel qui est physique. Alors on est complètement éclaté dans le tourisme. Il y a un des membres qui est à Bali, l'autre qui est au Mexique, et on est un peu éparpillés partout en France. Mais une fois par an, on se retrouve. On a le salon du tourisme à Paris qui a lieu en ce moment même, et c'est un moment où on se retrouve également. Une fois par mois, on a une vidéoconférence, ça suffit pas, mais ça nous permet quand même de nous parler une fois par mois. Et on a tous les ateliers qui sont ponctuels le long de l'année pour traiter un sujet très précis et qui nous permet quand même en visio de nous rencontrer et d'échanger. D'accord, je crois que c'est une vraie force du collectif et des collectifs en général. On peut peut-être en dire un mot également pour alors chez nous, c'est hyper important. Alors pendant le Covid, on s'est énormément réunis sur les Zoom. Sur Zoom. On s'est réunis digitalement. mais déjà, ça a apporté énormément. Il y a des